verra. Si vous me le permettez, en votre nom, je voudrais exprimer ma gratitude pour mon ami Benjamin Stora, qui a accepté de venir donc, échanger avec nous sur cette question. Je vais commettre la maladresse de le présenter, si je puis dire. Donc, Benjamin Stora est professeur des universités actuellement à auteur d'une trentaine d'ouvrages qui portent principalement sur l'histoire de l'Algérie, mais pas uniquement. Je pense dire quelque chose de tout à fait étayé et vrai. C'est un des meilleurs spécialistes mondiaux de la question justement de l'histoire de la guerre d'Algérie, de l'histoire justement vue à travers justement la problématique de la mémoire. Et donc pour toutes ces raisons, je le remercie encore de venir échanger avec nous. Alors quelques mots pour, si je puis dire, planter un petit peu le décor, poser le cadre d'échange qu'on va avoir aujourd'hui. La question de la mémoire, qui, comme vous avez pu le constater, semble surgir et occuper une place de plus en plus importante dans les débats publics, dans l'actualité, dans les différents commentaires qu'on peut entendre ici ou là. Du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est comment l'écriture de l'histoire, au regard justement de la problématique de la mémoire, comment l'écriture de l'histoire opère des sélections dans le choix des faits historiques et dans la manière de les représenter et de les nommer. L'histoire, évidemment, ne traite pas de manière uniforme les faits historiques. Il y a des sélections, des choix, des omissions qui se font. Est-ce que ces choix, ces omissions se font selon les lois du hasard? Certainement pas. Donc, une des questions sur laquelle on pourra probablement échanger tout à l'heure. Comment se transmet aussi cette mémoire à travers l'histoire? Quel sens donner justement à ce qu'on peut appeler les phénomènes de délégation, des phénomènes d'oubli dans la manière de présenter et d'écrire l'histoire? On peut aussi se poser la question pourquoi aujourd'hui la question de la mémoire revient avec une telle force, puisque on peut se rendre compte qu'il y a 30 ans, cette question était probablement une question marginale qui occupe peut-être quelques univers académiques, mais qui n'était pas du tout une question aussi importante qu'on a pu le constater depuis quelques années. Donc c'est autour de ces multiples questions et bien d'autres, évidemment, que va se structurer notre édition aujourd'hui du Café Libre. Alors, Benjamin va donc prendre la parole pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour dire ce qu'il va nous dire sur la question. Ça sera suivi par un échange. Je vous remercie par avance d'être le plus synthétique possible, de manière à démocratiser, si je puis dire, la répartition du temps de parole, et de manière aussi à permettre à Benjamin Stora de répondre à un maximum de questions. On arrêtera à 16h30, et entre 16h30 et 17h, on passera donc aux dédicaces, puisque la médiathèque a prévu la vente d'un certain nombre d'ouvrages, une sélection parmi les multiples ouvrages de Benjamin Stora. Je vous remercie, je passe la parole à Benjamin Stora. Merci Abdallah, merci d'être venu si nombreux cet après-midi sous le soleil. Je suis là effectivement parce que je connais Abdallah depuis maintenant plus de 20 ans, parce qu'on a créé ensemble l'université Paris 8. J'ai fait beaucoup d'universités, moi les gens ne savent plus même plus où je suis, dans quelle université. J'étais à Paris 7, ensuite j'étais à Paris 8, j'étais à l'INALCO, j'étais à Sciences Po, je suis à Paris 13. Donc il faut suivre quand même, hein, sans compter les enseignements à Rabat, à Noy et à Berlin, puisque cette année j'ai enseigné à Berlin. Donc Abdallah, je l'ai connu il y a 20 ans à Paris 8, où on a créé ensemble un institut qui s'appelle l'Institut Maghreb-Europe, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, mais on s'est ensuite jamais perdu de vue, notamment lorsque je suis parti vivre au Maroc pendant 4 ans, entre 1998 et 2002.
Alors le rapide exposé que je vais faire avec vous donc, est un thème évidemment extrêmement général sur les rapports entre histoire et mémoire, et Abdellah a raison de dire que ce thème de la mémoire est effectivement un thème assez récent. Je me souviens que lorsque j'ai écrit un ouvrage qui s'appelait La gangrène et l'oubli, la mémoire de la guerre d'Algérie, un ouvrage que j'ai fait en 1990, donc il y a plus de 20 ans maintenant, je m'étais attiré des foudres du savoir académique parce qu'on m'expliquait que la mémoire ne pouvait pas être comparée à l'histoire et que la mémoire était contradictoire à l'histoire. Il y avait d'un côté le récit historique extrêmement structuré, élaboré, académique, etc. Et puis de l'autre côté, quelque chose qui pouvait paraître de négligeable, qui était la mémoire, c'est-à-dire la subjectivité, le vécu, et donc peu digne d'être pris en considération dans la fabrication du récit historique. Ça, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. C'était, je me rappelle très bien, le texte, par exemple, qui avait été fait, notamment contre ma démarche historique à l'époque, où on contestait cette possibilité de travailler sur la mémoire. Vous voyez que ce sont encore des débats qui sont récents, enfin, le fait d'admettre la mémoire comme un objet d'histoire à part entière, c'est quelque chose de récent. Alors, précisément, je voudrais commencer très rapidement, bien sûr, par parler du récit historique, pour pouvoir ensuite comparer ou mettre en rapport ce récit historique, la fabrication de l'histoire, avec la mémoire. Dire d'abord que l'histoire en France est une discipline majeure. La tradition historiographique française est très forte. Elle s'est élaborée grosso modo au XIXe siècle, avec de grands historiens français, et l'école historique française a été une des meilleures, une des plus connues, une des plus fameuses au monde, avec de grands historiens français au XIXe siècle, comme Taine, Guizot, Michelet, qui ont élaboré un savoir historique, un corpus, comme on dirait aujourd'hui, historique, à travers notamment des récits d'histoire confrontés à ce qu'on pourrait appeler les sources, les archives, et la place des historiens dans la société française à partir du XIXe siècle a toujours été décisive, très importante. Pourquoi ? Parce que c'est les historiens en particulier qui, en fabriquant le récit national, aboutissaient à légitimer, à construire un récit permettant d'homogénéiser la nation, et donc, à partir de ce moment-là, d'être dans des situations d'affirmation de la République. Lorsque les historiens ont émergé, ils ont émergé parce qu'au XIXe siècle, ils étaient en compétition entre, grosso modo, la monarchie et la République. Il y avait d'un côté des historiens comme Michelet, très engagés, qui fabriquaient un récit historique autour de la Révolution française, l'objet de la Révolution française, puis de l'autre, des historiens en face, comme Taine ou comme Guizot, qui eux étaient opposés au principe de la République et qui essayaient d'expliquer en quoi la monarchie était supérieure dans son principe à la République. Et c'est autour de l'objet Révolution française au XIXe siècle, donc dans la bataille a posteriori, que vient s'établir la tradition historiographique française, c'est-à-dire dans des batailles à caractère politique, tout simplement. C'est-à-dire des batailles politiques où les historiens se sont investis en tant que tels, d'un côté ou de l'autre de la barricade. Et cette école historique française, donc très engagée pour fabriquer du récit historique national, s'opposait à une autre école historique, qui était l'école historique allemande, qu'on appelait la tradition positiviste, qui, elle, ne voulait pas d'idéologisation, c'est-à-dire d'engagement, mais ne se fiait qu'à la preuve, qu'à la source, comme le critère central, le critère décisif et absolu. Donc il y avait deux types d'écoles, en fait, qui s'affrontaient dès le XIXe siècle, entre la tradition historique française, grosso modo, et la tradition historiographique historique allemande. Et cette tradition, en fait, française, dans l'écriture de l'histoire, a toujours existé, elle s'est perpétuée. Les historiens ont toujours occupé un très grand rôle dans, précisément, ce qu'est le roman national. On peut citer, bien sûr, des grands noms, à la fin du XIXe, début du XXe siècle, par exemple Lavis, qui a fabriqué, disons, des manuels d'histoire, enseignés dans toutes les écoles de la République et qui visaient à former l'esprit citoyen, l'esprit républicain. Et donc la discipline histoire était intimement liée aux batailles idéologiques et politiques du temps, de la fin du XIXe, début du XXe, qui était celle de la République comme un programme qu'il fallait défendre,
avec le principe de la laïcité, avec bien sûr le principe d'égalité citoyenne, etc., etc. Et le récit historique, par conséquent, en France notamment, était le récit fondateur. Les historiens jouaient donc un très grand rôle. Et c'est ce très grand rôle, on a vu les historiens le tenir ensuite tout au long du XXe siècle, dans des clivages politiques et idéologiques, autour d'objets, bien sûr, comme celui de la Révolution française, qui n'a jamais cessé d'être un objet de confrontation, de discussion, de controverse, mais également, bien sûr, au XXe siècle, tous les grands débats historiques et historiographiques autour de la question du communisme, du nazisme, de ce qu'on a appelé le totalitarisme, c'est-à-dire de tous les grands objets d'histoire très politiques, dans le fond, mais qui visaient à chaque fois, à travers des grands épisodes de l'histoire française ou internationale, guerre d'Espagne, Front populaire, résistance, décolonisation, etc., à fabriquer encore et toujours un récit qui allait vers plus d'homogénéité et où était bannie la subjectivité, le vécu, et le récit, par conséquent, historique, fort, c'était celui qui visait à intégrer à l'intérieur d'une histoire considérée comme commune, une histoire citoyenne, une histoire républicaine. Ce schéma a très bien fonctionné pratiquement jusqu'aux années 1960-70. C'est un schéma, le schéma du récit historique républicain, national, porté par des historiens très engagés dans le sens de l'affirmation de la République. C'était, et ça reste, bien sûr, quelque chose de très important. Or, qu'est-ce qui s'est passé précisément à partir des années 70, 80, 90 ? C'est que, précisément, on assiste, à partir des années 70, au niveau de la nation notamment, à une sorte de crise ou de remise en question, ou d'interrogation autour de ce qu'on a appelé le modèle républicain français. Et donc, le récit national, traditionnel, historique, qui visait à homogénéiser, est lui-même devenu un récit qui progressivement va se cliver, va se diviser. C'est-à-dire que le récit historique lui-même va épouser le morcellement qui va exister à l'intérieur de la société française, sur lequel bien sûr on va s'attarder rapidement. C'est le fait qu'on a par conséquent un récit historique qui va se diversifier. Une preuve, un exemple spectaculaire, bien sûr, c'est la multiplication des manuels d'histoire. C'est-à-dire qu'avant, il existait un manuel d'histoire dans l'enseignement secondaire, jusqu'en terminale. Or, depuis maintenant une trentaine d'années, même un peu plus, on assiste, donc, grosso modo depuis les années 70, à une multiplicité de manuels d'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le récit national unifié par un seul personnage, dépendant de l'éducation nationale, etc. C'est-à-dire qu'on a une addition de récits qui, quelquefois, peuvent entrer en contradiction, d'ailleurs, les uns avec les autres. Alors, c'est une nouveauté, bien entendu, c'est une crise qui a provoqué, d'ailleurs, dans les années 70, qui a provoqué, disons, une sorte d'interrogation sur la discipline histoire en elle-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'histoire ? Et toute une série entre guillemets, théoriciens, philosophes, sociologues, etc., se sont mis d'ailleurs à s'interroger, mais là je ne vais pas avoir le temps de faire cet inventaire, mais toute une série de personnes comme Michel de Certeau, Michel Foucault et d'autres ont commencé à s'interroger sur la dispersion du récit historique, la déconstruction du récit historique dans les années 70, dans les années 1970, et en réponse à ces tentatives d'interrogation et de déconstruction du récit historique, d'autres historiens, eux, ont affirmé la nécessité d'un récit historique unifié, et d'autres historiens encore ont rencontré un très très grand succès en se réfugiant, par exemple, dans des séquences historiques comme l'histoire médiévale, histoire assez lointaine, mais qui ont remporté un très très grand succès à la fin des années 70-80, par exemple, Montaillou, village occitan, Le temps des cathédrales, Un dimanche à Bouvines, enfin les travaux de Emmanuel Leroy-Ladurie, de Georges Duby, de Pierre Goubert, enfin tous ces grands historiens des années 60-70, qui sont en fait, et qui étaient des historiens de l'histoire médiévale. C'était le grand succès de l'histoire médiévale dans les années 70, précisément parce qu'on commençait à s'interroger sur cette sorte de futur, c'est-à-dire comment les historiens peuvent s'engager dans la redéfinition d'un modèle républicain national. En attendant qu'on réponde à cette question,
eh bien, la séquence histoire ancienne et histoire médiévale ont remporté un très très grand succès comme une sorte de refuge rassurant. C'était le refuge rassurant vers un passé intact et qu'il fallait simplement enrichir. Et dans le fond, on abordait assez peu ce qu'on appellera l'histoire contemporaine, voire même plus tard l'histoire immédiate, c'est-à-dire l'histoire des années 1980, 2000, etc. Et c'est à la faveur, disons, de toute une série de phénomènes, de processus et d'événements que le récit historique, bien sûr, c'est-à-dire à partir des années 80-90, a commencé effectivement à se morceler, comme produit d'ailleurs, tout simplement de l'interrogation générale qui traversait les sociétés. C'était évident. En particulier l'effondrement du communisme et sa disparition, le champ idéologique a provoqué toute une remise en question d'un discours traditionnel, disons-le franchement, d'une gauche politique engagée dans le récit républicain, et cette crise traditionnelle de la gauche qui en fait produisait un récit qui valorisait la Révolution française, les grands épisodes fondateurs tout au long du 19e et 20e siècle, de la République et de la Nation. Et par contre-coup, cette crise de la gauche, à mon sens, s'est étendue à une crise du récit historique, mais touchant à la gauche jacobine. Pas simplement de la gauche, mais de la gauche jacobine, c'est-à-dire de celle, on était parti par extension de la gauche et la gauche jacobine, qui elle-même touchait et avoisinait une droite républicaine jacobine, qui baignait dans la même matrice culturelle. Or, ce récit de la gauche jacobine et de la droite républicaine traditionnelle, eh bien, ce récit lui-même a été critiqué, remis en question par toute une série de processus qui touchaient notamment à l'apparition de nouvelles minorités à l'intérieur de la société française en rapport avec leur vécu et leur histoire, qui ne se reconnaissaient plus dans le récit républicain traditionnel. Où, en fait, la place, l'existence, le rôle de minorités, notamment dans ce qu'on a appelé l'histoire coloniale, eh bien, ne s'adaptait plus, ce récit républicain jacobin, à un récit correspondant à un vécu, à une mémoire de minorités qui, elles, se vivaient en situation dans le passé d'oppression de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et donc on a par conséquent, à partir des années 1990, l'émergence d'une autre histoire, qui est l'histoire des minorités, qui était une histoire considérée comme périphérique, marginale, décentrée, et qui progressivement devient une interrogation qui arrive au cœur de la société, et donc du récit historique. C'est-à-dire que le récit historique lui-même, qui ne s'intéressait pas à l'histoire des minorités et de l'histoire coloniale, par exemple dans les années 60, 70, 80, il y a très très peu d'historiens spécialisés dans ce qu'on appellerait l'histoire de la Méditerranée, l'histoire coloniale, l'histoire du Sud, l'histoire de l'immigration. Ça n'existe pratiquement pas jusqu'aux années 80. Il y a très peu de spécialistes, il n'y a pas d'enseignement à l'université portant sur ces questions, etc. Par contre, tout change dans les années 90, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ce qui dominait, c'était le récit historique qui visait à homogénéiser la nation sur la base des principes républicains, uniformes, homogènes. À partir des années 1990-2000, c'est le récit républicain lui-même qui est attaqué, entre guillemets, par des récits portés par des minorités qui, eux, disent qu'il faut revoir, réviser le récit républicain. Il faut un nouveau récit républicain qui intègre précisément les blessures des mémoires, et là on y arrive, enfin. Donc il faut intégrer par conséquent des vécus, des mémoires qui ne trouvent pas leur compte dans ce récit traditionnel républicain porté depuis grosso modo le 19e siècle. Et donc à partir de ce moment-là, les blessures, le vécu, les mémoires, en partant de la question des minorités, est venu bousculer le récit républicain. D'abord à l'école, dans le secondaire, puis ensuite dans le supérieur, puis ensuite dans la sphère académique au sens large, ce qui fait qu'un certain nombre d'historiens ont été obligés de s'interroger sur le poids des blessures, des mémoires, dans la construction